Bienvenue dans ce 5e épisode de Révision du français pour le brevet. Aujourd'hui, nous allons parler d'un monument de la littérature française, les fables de Jean de La Fontaine. Beaucoup d'élèves les connaissent depuis l'école primaire. On a souvent appris le corbeau et le renard, la cigale et la fourmi, le loup et l'agneau, le lion et le rat ou le chêne et le roseau. Mais pour réussir au brevet, il ne suffit pas de reconnaître quelques animaux célèbres ou de réciter une morale. Il faut comprendre ce qu'est vraiment une fable, comment La Fontaine transforme un petit récit en œuvre littéraire, et pourquoi ces textes parlent autant des hommes que des animaux. Une fable est un récit bref, souvent en vers, qui met en scène une petite histoire pour transmettre une leçon, une réflexion ou une critique. On peut aussi employer le mot apologue. Un apologue est un court récit à visée morale ou argumentative. Au lieu d'expliquer directement une idée, l'auteur raconte une histoire qui permet de la comprendre. C'est très efficace, parce qu'une histoire se retient mieux qu'un discours abstrait. Si l'on veut dire que la flatterie peut rendre ridicule celui qui l'écoute, on peut écrire une longue explication. Mais La Fontaine préfère montrer un corbeau perché avec un fromage, un renard habile qui le complimente, et un oiseau vaniteux qui ouvre le bec au mauvais moment. En quelques vers, tout est compris. La Fontaine n'a pas inventé le genre de la fable, il reprend une tradition très ancienne, qui remonte notamment à Ésope, fabuliste grec à demi légendaire, puis à Phèdre, fabuliste latin. Il existe aussi des traditions orientales, comme celles de Pilpay ou de Kalila et Dimna, qui ont nourri l'histoire mondiale de la fable. La Fontaine hérite donc de récits déjà connus, parfois très anciens. Mais son génie consiste à les réécrire, à les rendre vivants, spirituels, souples, drôles, cruels parfois, profondément humains. Il ne se contente pas de traduire, il transforme. Il donne du rythme, des voix, des détails, de l'ironie, de la grâce, et souvent une complexité nouvelle. Les fables de La Fontaine sont publiées en plusieurs temps, entre 1668 et 1694. Le recueil compte 12 livres. Les 6 premiers paraissent en 1668, les livres 7 à 11 en 1668 et 1679, puis le livre 12 en 1694. Cela signifie que La Fontaine n'écrit pas ses fables d'un seul bloc, au même moment, avec exactement la même intention. L'œuvre accompagne une grande partie de sa vie d'écrivain. Elle traverse le XXe siècle, le siècle de Louis XIV, des salons de la cour du classicisme, des moralistes, du théâtre de Molière, des tragédies de Racine et Corneille. Les fables appartiennent donc à une culture où l'on aime observer les comportements humains, démasquer les ridicules, réfléchir aux passions, au pouvoir, à la société et aux apparences. Quand on ouvre une fable, on trouve souvent deux éléments, le récit et la morale. Le récit, c'est la petite histoire. La morale, c'est la leçon que l'on peut en tirer. Parfois, la morale est placée au début. Dans Le loup et l'agneau, La Fontaine annonce tout de suite l'idée générale. Le plus fort impose sa logique au plus faible. Ensuite, l'histoire illustre cette idée à travers le dialogue entre le loup et l'agneau. Parfois, la morale est placée à la fin comme une conclusion. Parfois encore, elle reste implicite. Le lecteur doit la déduire. C'est le cas de certaines fables qui ne donnent pas une leçon simple, mais ouvrent une réflexion. Il faut donc éviter une erreur. Croire que la morale d'une fable est toujours évidente, unique et gentille. Les fables ne sont pas seulement des leçons de sagesse pour enfants. Elles peuvent être drôles, mais aussi dures. Elles montrent un monde où les faibles sont souvent écrasés par les forts, où les puissants manipulent la justice, où les flatteurs réussissent, où les naïfs sont trompés, où l'intelligence peut sauver, mais aussi servir à dominer. La Fontaine n'est pas un moraliste naïf. Il observe les hommes avec finesse. Il sait que la société est traversée par les rapports de force, l'intérêt, l'orgueil, la peur, la vanité et le désir de paraître. Les animaux sont au cœur de cet univers. Le lion représente souvent le pouvoir royal ou la puissance. Le renard évoque la ruse, l'intelligence stratégique, parfois la flatterie. Le loup incarne souvent la violence prédatrice. L'agneau représente l'innocence et la faiblesse. La fourmi peut évoquer le travail, la prévoyance, mais aussi une forme de dureté. La cigale représente le chant, l'insouciance, la poésie, mais aussi l'imprévoyance. Le rat, le héron, le corbeau, la grenouille, le singe, l'âne, le chien, le cheval, chacun peut devenir le miroir d'un comportement humain. Mais il ne faut pas transformer ces animaux en symboles trop fixes. Chez La Fontaine, un animal n'a pas toujours exactement le même sens. Le lion peut être majestueux, mais aussi tyrannique, malade, injuste ou manipulable. Le renard peut être brillant, mais moralement douteux. L'âne peut être naïf, mais aussi victime d'un ordre social injuste. Les animaux permettent à La Fontaine de parler des hommes avec une certaine distance. Grâce à eux, il critique sans nommer directement. Il peut parler du roi sans dire le roi, de la justice sans faire un traité, de la cour sans écrire un discours politique.
L'animal devient un masque et ce masque rend la critique plus libre. On appelle cela l'anthropomorphisme, ou plus simplement la personnification des animaux. Les bêtes parlent, raisonnent, mentent, négocient, jugent, commandent, flattent, calculent. Elles ont des défauts humains: orgueil, jalousie, hypocrisie, avarice, lâcheté, cruauté. Elles ont aussi parfois des qualités humaines: prudence, gratitude, courage, solidarité, intelligence. Le merveilleux n'est pas le sujet principal. Personne ne s'étonne que les animaux parlent. Ce qui compte, c'est que leurs paroles révèlent les mécanismes de la société humaine. Prenons le corbeau et le renard. L'histoire est très simple. Un corbeau tient un fromage. Un renard veut ce fromage. Il ne l'arrache pas par la force. Il utilise la parole. Il flatte le corbeau, lui fait croire qu'il est beau, peut-être même capable de chanter admirablement. Le corbeau, séduit par cette image flatteuse de lui-même, ouvre le bec et laisse tomber sa nourriture. La fable parle donc de la flatterie, mais aussi du narcissisme. Le flatteur ne réussit que parce que celui qu'il flatte a envie de croire à ses compliments. La Fontaine nous montre que la vanité rend vulnérable. Ce n'est pas seulement le renard qui est rusé, c'est le corbeau qui veut être admiré. Dans le loup et l'agneau, le mécanisme est différent. Le loup ne cherche pas vraiment la vérité. Il veut manger l'agneau et il invente des accusations pour justifier sa violence. L'agneau répond avec logique, calme et précision, mais cela ne sert à rien. Pourquoi? Parce que le loup n'est pas dans une vraie discussion. Il utilise la parole comme un outil de domination. Cette fable est l'une des plus puissantes pour comprendre la critique de l'injustice. La Fontaine montre que le discours peut devenir une arme. Le plus fort fabrique un raisonnement faux pour donner une apparence de légitimité à sa brutalité. C'est une fable très utile au brevet parce qu'elle permet d'analyser la relation entre argumentation, pouvoir et injustice. La cigale et la fourmi est encore plus intéressante qu'elle n'en a l'air. Beaucoup de lecteurs y voient une morale simple: il faut travailler et prévoir l'avenir. C'est possible, mais la fable est plus ambiguë. La cigale a chanté tout l'été, la fourmi a travaillé et refuse de l'aider quand l'hiver arrive. Faut-il condamner la cigale comme imprévoyante? Faut-il admirer la fourmi comme travailleuse? Ou faut-il aussi voir dans la fourmi une dureté, une absence de générosité? La Fontaine ne donne pas une morale explicite. Il nous laisse face à une scène sèche, presque cruelle. C'est pourquoi cette fable continue de provoquer des discussions. Une bonne lecture ne se contente pas de répéter une leçon toute faite. Elle observe la tonalité, les paroles, le rythme, la chute, et se demande ce que le texte fait ressentir. Le chêne et le roseau opposent deux manières de résister. Le chêne est grand, fort, imposant. Le roseau est faible en apparence, souple, fragile. Le chêne plaint le roseau car il pense que sa puissance le protège mieux. Mais la tempête renverse le chêne, tandis que le roseau plie sans rompre. La fable met donc en question l'apparence de la force. Être solide, ce n'est pas toujours être rigide. Parfois, la souplesse sauve. Là encore, la fable dépasse la petite scène naturelle. Elle propose une réflexion sur l'adaptation, l'orgueil, la prudence et la résistance. Le lion et le rat montrent une autre leçon importante. On a toujours besoin des autres, même des plus petits que soi. Un lion épargne un rat. Plus tard, le rat libère le lion pris dans un filet. La fable renverse la hiérarchie habituelle. Le faible peut aider le fort. Elle valorise la reconnaissance, l'entraide et l'idée qu'aucun être n'est inutile. Mais chez La Fontaine, même les leçons positives gardent une forme de lucidité. Il ne dit pas que le monde est naturellement juste. Il montre plutôt que certaines attitudes, comme la générosité ou la prudence, peuvent créer des retournements inattendus. Les animaux malades de la peste est l'une des grandes fables politiques et sociales. Les animaux cherchent un coupable pour apaiser le mal qui les frappe. Le lion avoue de grands crimes, mais les courtisans l'excusent. D'autres puissants sont épargnés. Finalement, l'âne qui a commis une faute minuscule est désigné comme victime. La fable critique une justice inégale qui protège les puissants et condamne les faibles. Elle montre comment un groupe peut fabriquer un coupable commode. C'est une fable très moderne, parce qu'elle parle du pouvoir, de l'hypocrisie collective, de la peur et du sacrifice d'un innocent. Le style de La Fontaine est aussi important que les histoires. Ces fables sont souvent écrites en vers, mais ce ne sont pas des vers monotones. Il varie les longueurs, les rythmes, les effets de rapidité et de ralentissement. Certaines phrases sont très brèves, comme des coups de théâtre, d'autres prennent le temps de décrire, de commenter, de glisser une réflexion. Cette souplesse donne l'impression d'une conversation naturelle, alors que l'écriture est extrêmement travaillée. La Fontaine sait faire parler un animal en quelques mots, il sait créer une scène, une tension, une chute. Il sait passer du comique à la cruauté, de la légèreté à la sagesse. Les dialogues jouent un rôle essentiel. Beaucoup de fables ressemblent à de petites scènes de théâtre. Le renard parle au corbeau, le loup interroge l'agneau, la cigale s'adresse à la fourmi.
Les animaux malades débattent devant le lion. Ces dialogues rendent les fables vivantes et permettent de caractériser les personnages par leur manière de parler. Un personnage peut se trahir par ses mots. Le flatteur en fait trop, le tyran raisonne de mauvaise foi, le naïf croit trop vite ce qu'on lui dit. Pour le brevet, c'est très utile. Il faut regarder qui parle, à qui, dans quel but, avec quel rapport de force. L'ironie est également très présente. L'ironie consiste à faire entendre plus que ce qui est dit, parfois même le contraire de ce qui semble affirmé. La Fontaine peut paraître léger, mais cette légèreté cache souvent une critique sévère. Il ne donne pas toujours son avis de manière directe. Il laisse la scène parler. Il nous fait sourire, puis nous oblige à penser. C'est l'une des grandes forces de la fable. Elle plaît avant d'instruire, ou plutôt elle instruit parce qu'elle plaît. On dit souvent que les fables servent à plaire et instruire. Cette formule correspond bien à l'esprit classique. Plaire parce que le texte doit être agréable, vivant, élégant, amusant, mémorable. Instruire parce qu'il doit faire réfléchir. Mais chez La Fontaine, instruire ne veut pas dire imposer une leçon simpliste. C'est plutôt apprendre à observer les hommes. Les fables nous entraînent à reconnaître les mécanismes de la flatterie, de la domination, de la ruse, de l'injustice, de l'orgueil, de la peur, de la naïveté. Elles forment le jugement. Pour analyser une fable au brevet, il faut donc suivre une méthode simple. D'abord, repérer la situation. Qui sont les personnages? Que veulent-ils? Quels problèmes se posent? Ensuite, observer le rapport de force. Qui domine? Qui est menacé? Qui parle le plus? Qui manipule? Puis identifier la morale, qu'elle soit explicite ou implicite. Ensuite, analyser les procédés. Personnification, dialogue, opposition, hyperbole, ironie, rythme, champs lexicaux. Chute. Enfin, expliquer la portée du texte. Que dit cette histoire des êtres humains, de la société, du pouvoir, de la justice, de la parole ou des apparences? Il faut surtout éviter de résumer sans interpréter. Dire que le renard prend le fromage du corbeau ne suffit pas. Il faut expliquer que la fable montre le pouvoir de la flatterie et la faiblesse de la vanité. Dire que le loup mange l'agneau ne suffit pas. Il faut montrer que la fable dénonce une justice faussée par la force. Dire que le roseau survit à la tempête ne suffit pas. Il faut comprendre que la souplesse peut être plus efficace que l'orgueil de la puissance. Au brevet, les points se gagnent dans ce passage du récit au sens. Les fables sont donc un chapitre essentiel parce qu'elles rassemblent plusieurs compétences. Lire un récit court, comprendre une morale, analyser une argumentation indirecte, repérer des figures de style, interpréter des symboles, comprendre l'ironie, réfléchir aux rapports sociaux, elles permettent aussi d'enrichir une rédaction. Si vous devez écrire un sujet de réflexion sur la parole, le pouvoir, la ruse, l'injustice ou l'apparence, une fable bien utilisée peut devenir un exemple très efficace. À retenir pour finir, une fable est un récit court qui fait réfléchir à travers une histoire. Chez La Fontaine, les animaux parlent pour mieux révéler les hommes. Le récit amuse, mais il instruit. La morale peut être explicite ou implicite, simple ou ambiguë. Les grands thèmes sont la ruse, la flatterie, la justice, le pouvoir, la faiblesse, l'orgueil, la prudence et la solidarité. Le jour du brevet, ne traitez jamais une fable comme une petite histoire enfantine. Cherchez ce qu'elle démasque. Car derrière le corbeau, le renard, le loup, l'agneau, le lion ou la fourmi, c'est presque toujours l'être humain que La Fontaine observe. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésite pas à t'abonner, à partager et surtout à foncer écouter les suivants. À très vite.